Plus de 12 000 personnes entrent chaque semaine en Australie. Certaines s'y rendent pour les vacances, d'autres pour les affaires, d'autres encore intéressent tout particulièrement la police fédérale. On savait qu'il y en avait pour au moins 30 millions d'euros. À environ 7 mètres de nous, il y avait un homme allongé par terre. Je ne m'attendais pas du tout à retrouver un corps. Il y avait peut-être eu meurtre. Il n'avait pas l'air trop perturbé par la situation. On avait la quasi-certitude que la transaction se passerait à ce moment-là. Il faut attendre pour intervenir au bon moment, avec le bon matériel, au bon endroit. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver sur ce plateau pour une nouvelle enquête impossible. La police fédérale australienne est informée qu'une énorme quantité d'héroïne d'une valeur d'environ 100 millions d'euros s'apprête à être introduite clandestinement dans le pays. Mais elle ignore quand et où la cargaison sera livrée. Le seul indice dont elle dispose est l'arrivée prochaine à Melbourne d'un certain monsieur Teng. Comme vous allez vous en apercevoir dans un instant, tous les ingrédients sont réunis pour faire de cette affaire un extraordinaire film d'aventure. Enquête, filature, mise sur écoute, expertise médico-légale et rebondissements en tout genre sont au rendez-vous. Jusqu'au coup de théâtre final, le bombardement d'un cargo coréen par un avion de chasse. Mais, à la différence d'un film imaginé par un scénariste, les personnages sont ici bien réels et les cadavres n'auront aucune chance de ressusciter. Une fois qu'on a eu des informations sur Teng, sur son arrivée en Australie et sur l'endroit où il séjournait à Melbourne, Le groupe de surveillance devait suivre M. Teng pour voir ce qu'il faisait, qui il rencontrait et où il allait. On est en train de filmer un homme qui correspond à sa description. Il se tient au niveau d'un carrefour. la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il se trouvait toujours à proximité du Crown Casino de Melbourne. Il se tient devant le croisement et fume une cigarette. Oui, c'est notre homme. On a découvert qu'il avait un monospace pour se déplacer dans Melbourne. Grâce à nos recherches, on a appris qu'il l'avait loué à Geelong. C'est assez loin de Melbourne. C'est pas l'endroit où les touristes ont l'habitude de louer une voiture. Il y a tellement d'agences de location aux alentours de Melbourne. Le fait qu'il ait pris une si grosse voiture pour lui tout seul était curieux. Pendant 3 jours, l'équipe de surveillance suit M. Teng dans ses déplacements entre Melbourne et Geelong. Il est toujours au téléphone en train de fumer. Il a légèrement pivoté et il tourne le dos à la fontaine. À cause de ses déplacements près de la côte et de la jetée de Geelong, on avait l'impression qu'il observait la zone. Il était probablement en train de se familiariser avec les lieux. Même s'il séjournait au Crown Casino et qu'il y jouait tous les soirs, on voyait que ses activités ne correspondaient pas à celles d'un touriste. Alors que M. Teng est sous surveillance permanente, les agents fédéraux décident d'interroger le gérant de l'agence de location, d'où provient le monospace. Et leur initiative s'avère payante. Leur suspect s'est renseigné sur la location d'un autre véhicule. Monsieur Teng a dit qu'il lui fallait un 4x4 parce que sa famille allait arriver et qu'il allait avoir besoin de place pour les bagages. Mais on ne croyait pas à cette histoire. On s'est dit qu'il avait l'intention de mettre quelque chose de volumineux dans le coffre et que ce n'était pas des bagages. Quand on a su pour la taille du coffre, on s'est dit que s'il s'agissait bien de drogue, il y en aurait une très grosse quantité. L'agence de location de Geelong n'avait pas de 4x4. La police fédérale en a donc loué un à son nom pour que l'agence puisse le mettre à disposition de M. Teng. Le lendemain, un 4x4 sur écoute est livré à l'agence. À notre demande, l'agence de location a contacté M. Teng pour lui dire qu'ils avaient un 4x4 disponible pour lui, ce qui nous a permis de faire revenir M. Teng et de mettre en place notre système de surveillance pour connaître tous ses déplacements et espionner ses conversations.
Il a regardé le 4x4 avant de regarder de nouveau le monospace et il a dit qu'il n'y avait pas assez de place dans le 4x4 pour ce qu'il voulait en faire. Dans ce genre d'opération, il arrive que les choses se passent très bien et tout à coup il y a un problème. Ça ne se passe jamais comme prévu et c'est ce qui rend ces opérations difficiles. On essaie de contrôler les mouvements de quelqu'un qui ne sait pas qu'il est observé et puis d'un coup, il prend une décision et fait l'inverse de ce qu'on attend de lui. Mon patron va me tuer. Je l'ai fait venir de Melbourne. Ça m'a coûté de l'argent. Mais c'est pas grave. Le responsable de l'agence a eu l'occasion de jeter un œil sur les deux voitures. Il a remarqué qu'il y avait un autre homme dans le monospace avec Teng, aussi d'origine asiatique. Il a vu des bagages dans le coffre et l'une de ses valises avait une étiquette portant le nom d'un certain Lam. La police lance des recherches sur M. Lam, mais sa principale cible reste M. Teng. Et elle ne quitte pas sa trace une seconde. Accompagné de M. Lam, il longe la côte jusqu'à Lorne, une ville de surfeurs. Nous sommes le 11 avril 2003 et il est 16h51. Le suspect fume une cigarette devant le véhicule. Son associé est assis à la place du conducteur et semble rester à l'intérieur. Lorsqu'il a quitté l'agence de Geelong, Teng est allé à Lorne, où il s'est renseigné dans une agence immobilière. Agence immobilière Smith. Une fois qu'il a eu terminé et qu'il est reparti, nos enquêteurs sont entrés pour interroger l'agent immobilier et on a appris qu'il avait demandé des renseignements sur la location d'une propriété. Le suspect entre dans le véhicule. Monsieur Teng s'est renseigné très sérieusement sur la location d'une maison sur les hauteurs de Lorne. Et ma première impression a été qu'il allait se passer quelque chose dans les prochains jours. Après ça, il est retourné à Geelong, puis à Melbourne. Il s'était également renseigné à Geelong. Et d'après moi, c'était une façon de couvrir ses arrières. De toute évidence, le mystérieux monsieur Teng et son complice s'apprêtent à réceptionner une grande quantité de drogue. Dans ce but, ils ont repéré un endroit propice à l'accostage d'un bateau. Et ils s'organisent pour louer discrètement un véhicule tout-terrain et une villa tranquille. Pendant que Teng passe sa soirée à jouer au casino, les enquêteurs équipent sa voiture d'un système d'écoute. Ils resteront ainsi au contact et seront tenus informés de ses préparatifs. Les agents fédéraux n'ignorent pas que le bras de fer qu'ils engagent avec les trafiquants sera extrêmement dangereux. M. Kam Phai Teng a passé les 2 dernières semaines à parcourir la côte sud-est de l'État de Victoria. Il était parfois seul et parfois accompagné d'un homme que la police pense être un certain M. Lam. Mais la police sait pertinemment qu'ils ne sont pas là pour chercher un agréable coin de pêche, mais pour trouver un endroit où un lourd chargement de stupéfiants pourrait être débarqué. Afin de connaître les plans du suspect, les agents fédéraux ont réussi à installer un système d'écoute dans le monospace qu'il a loué. Mais le lendemain, Teng a décidé de se rendre à pied jusqu'au quartier des affaires de Melbourne. Et la police fédérale n'a donc pas pu poursuivre sa filature. Il est appuyé contre un mur et il regarde autour de lui. Il vient de regarder sa montre. Une minute plus tard, son attitude s'explique. Notre homme discute avec quelqu'un sous la passerelle. On l'a vu avec un autre homme, encore un inconnu. Ce n'était pas le même que celui qu'on avait vu avec lui dans la voiture à Geelong. Le suspect porte un pantalon gris foncé et des chaussures noires. Un pantalon gris foncé, des chaussures noires et une longue veste noire. Bien reçu. On les a vus marcher dans Melbourne ensemble. Ils se sont assis pour déjeuner et discuter longuement. Ils ont également passé un certain nombre de coups de fil dans une cabine téléphonique. Ils sont à la cabine. Compris. Ils se séparent. Placez cet inconnu sous surveillance. Bien su. Par chance, l'individu non identifié reste avec M. Teng. Les 2 hommes montent dans la voiture équipée du système de surveillance. À partir de maintenant, les enquêteurs peuvent suivre toutes leurs conversations. Ils sont encore une fois partis pour Geelong et ont eu une conversation dans le véhicule.
Le deuxième homme a évoqué l'implication de Teng dans un trafic de drogue international et les peines qu'ils encouraient avec ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Ils ont parlé d'une peine pouvant aller de 5 à 20 ans. Et grâce à ça, la police fédérale a eu la confirmation que Teng participait à une opération imminente d'importation de stupéfiants en Australie. Une fois à Geelong, les deux hommes se rendent sur la jetée de Cunningham. D'après ce qu'on avait entendu de leur conversation dans la voiture, c'est là qu'ils avaient l'intention de réceptionner la drogue. C'était une zone de grande affluence où ils pouvaient facilement se fondre dans la masse. Ils ont relevé le numéro d'une balise sur la jetée de Cunningham. C'était la 57B. Ils l'avaient choisi comme point de rendez-vous pour leur transaction. Les deux hommes partent ensuite pour Lorne et leur conversation devient codée. Quand ils parlaient de la drogue, ils employaient le terme « petit ami ». Ils disaient qu'ils allaient chercher les petites amies, les passer à quelqu'un d'autre et qu'elles seraient livrées par bateau rapide. On savait qu'il y aurait des bateaux. On savait qu'il y aurait 150 unités, du moins, c'est le chiffre dont il parlait. Une unité correspond à un paquet de 300 grammes ou de 700 grammes. Ça dépend de leur jargon. Si on se fie au prix à la vente, on sait qu'un kilo coûte environ 650 000 €, et c'est probablement bien plus. Alors on savait que cette affaire concernait une énorme somme qui pouvait aller de 30 millions à 95 millions d'euros. Et plus l'enjeu est important pour les criminels, plus le danger est grand pour tout le monde. Étant donné l'importance de l'affaire, il fallait qu'on soit sûr d'avoir des moyens humains et matériels suffisants pour être dans des conditions optimales au moment de l'intervention. Tout ce qu'il nous restait à faire, c'était de nous rendre sur place, de nous équiper et de nous tenir prêts pour les 100 différents scénarios possibles. Il fallait se dépêcher et attendre. À ce stade, c'est un peu comme une intervention militaire. Il faut attendre pour intervenir au bon moment, avec le bon matériel, au bon endroit. On doit être prêt à n'importe quelle heure pour intervenir à n'importe quel niveau. Que ce soit à 2 heures du matin, sans avoir dormi, ou au cours d'une journée normale. On avait pris 10 ou 15 minutes pour manger. Et on a reçu un coup de fil nous disant que les agents de surveillance avaient perdu la trace de M. Teng à Geelong et qu'il était possible qu'il soit en route pour Lorne. Ok, on reste vigilant. Avec mon partenaire, on a décidé de se placer à l'entrée de Lorne parce qu'il n'y avait qu'un chemin possible et on savait qu'il passerait forcément par cette route. Personnellement, je ne pensais pas qu'il reviendrait à Lorne à cette heure-là, sauf si quelque chose d'autre se préparait. J'ai dit à mon partenaire qu'on allait devoir rester là toute la nuit et les premiers feux qu'on a aperçus étaient ceux du monospace de Teng. Pourquoi M. Teng roule-t-il à tombeau ouvert au risque de se faire verbaliser pour excès de vitesse? Sinon, parce que la livraison de la drogue est sans doute imminente. Il parcourt en effet la distance séparant Geelong de Lorne en 2 fois moins de temps qu'il n'en faut habituellement. Une nouvelle surprise attend les policiers. Contre toute attente, après avoir dépassé Lorne, Teng poursuit sa route. Pris au dépourvu et privé de soutien, l'agent Robbie et son partenaire décident néanmoins de prendre en filature la voiture des gangsters. On était les 2 seules voitures sur la route. Et il fallait qu'on fasse très attention à ne pas être trop près du monospace. J'ai demandé jusqu'où on allait devoir se charger de la filature. Et on m'a répondu que ça allait durer encore 15 à 20 minutes. Alors on a compris que s'il se produisait quelque chose dans ce laps de temps, ce serait à nous d'intervenir. Et c'est exactement ce qui va se produire. Un bateau apparaît à l'horizon. Un bateau qui ne devrait pas se trouver dans les eaux australiennes. À ce stade, l'agent Robbie et son partenaire suivaient le monospace sur Great Ocean Road à une vitesse relativement élevée dans des conditions visuelles très difficiles. C'est pourquoi on s'est dépêché d'envoyer une équipe de surveillance sur place.
On a perdu la voiture de vue pendant au moins 2 à 3 minutes en contournant la falaise. Je me souviens qu'en sortie de virage, j'ai aperçu un gros bateau à environ 1 kilomètre de la côte et il était très bien éclairé. Je suis sûr que c'était un moyen désorienté. Le monospace finit par s'arrêter sur un petit parking au bord de la falaise, juste en face du bateau. Les 2 occupants de la voiture étaient toujours assis à l'intérieur, mais le plafonnier était encore allumé et je voyais très bien M. Teng assis côté conducteur. Les phares étaient toujours allumés, je suppose qu'il faisait signe à des gens à bord du bateau pour qu'ils traversent dans cette direction. Comme on était les 2 seules voitures sur la route, on n'a pas eu d'autre choix que de continuer à rouler. Il n'y avait pas d'endroit pour s'arrêter. L'agent Robet ne peut que faire régulièrement des allers-retours à proximité de la voiture des suspects en attendant des renforts. Cette partie de la côte est peu fréquentée et les voitures sont assez rares, surtout à cette heure de la nuit. Il fallait qu'on essaie rapidement de localiser les agents de surveillance pour poursuivre la filature si jamais la transaction avait lieu. Mais au moment où les renforts arrivent, les suspects se remettent en route. Ce sont nos 2 hommes, droit devant. Les agents de surveillance suivent les suspects jusqu'au Grand Pacific Hotel de Lorne. Ils observent M. Teng répondre à un appel téléphonique et retourner seul d'où il vient. Les agents chargés de la filature ont repéré une voiture avec les feux stop allumés sur le côté de la route, actionnant son klaxon. Ils ont choisi encore une fois de poursuivre leur route, mais ont remarqué que Teng s'arrêtait pour rejoindre l'autre véhicule qui était une berline bleue. Les agents ont eu le temps de relever le numéro de la plaque. Et après une rapide vérification, on a appris qu'elle avait été louée par un certain monsieur Lam, le premier homme qu'on avait identifié avec Teng. Sachant que le bateau était proche de la côte et qu'il n'avait pas l'air de vouloir bouger, on était quasiment sûr que la livraison aurait lieu d'un moment à l'autre. Le transbordement de la cargaison d'héroïne est imminent. Malheureusement pour les agents fédéraux, la plage où l'opération va se dérouler se trouve en contrebas et elle est invisible de la route. Comble de malchance, le temps est exécrable, la vue est bouchée et les renforts tardent à arriver. C'était très difficile de voir ce qui se passait, que ce soit sur le bateau ou sur la plage. On ne voyait pas le bateau à l'œil nu. Le seul moyen de voir quelque chose était d'utiliser la caméra infrarouge. La météo était catastrophique. La mer était très agitée et c'était vraiment suicidaire de quitter le bateau dans de telles conditions. Surtout qu'étant donné la taille du bateau, il fallait utiliser une annexe pour amener la cargaison sur la côte. Pendant ce temps, au Grand Pacific Hotel, l'autre suspect fume nerveusement depuis plus d'1 heure quand M. Teng revient. Les 2 hommes retournent à la falaise. Les agents sont une nouvelle fois obligés d'abandonner leur filature, mais les micros à l'intérieur de la voiture leur permettent de savoir ce qui se passe. Même si on ne comprenait pas ce qu'ils disaient, on pouvait se douter qu'il y avait eu des changements dans les plans. La conversation était très rapide et très agitée. On nous a dit qu'il se passait quelque chose sur la plage. Je ne voyais rien et je m'attendais à ce que quelque chose reparte de la plage vers le bateau. Mais ça ne s'est jamais produit. C'était un moment frustrant dans l'enquête. On avait un bateau à moins d'1 kilomètre de la côte, une discussion sur la plage et 2 véhicules. Mais on ne voyait aucun transfert de drogue du bateau vers la côte. On a donc décidé de faire rentrer le plus gros de l'équipe à Lorne pour attendre le retour de Teng et du monospace rempli de drogue. La voiture est revenue à l'hôtel et s'est garée dans l'un des parkings souterrains. Teng et Lee ont rejoint leur chambre. Après leur départ, un agent fédéral s'est introduit dans le parking pour regarder à l'arrière du monospace. Il a pu voir 2 paquets enveloppés dans des bâches bleues et des filets de pêche. On savait donc que la drogue était arrivée.
Il y avait plusieurs possibilités. On pouvait intervenir et les arrêter dans leur chambre, mais ça ne prouverait pas leur implication dans le trafic. On a décidé d'attendre que Teng et son complice retournent dans la voiture avant de les arrêter pour qu'ils soient en possession de la drogue au moment de leur arrestation. Le problème, c'est que les paquets n'étaient pas assez gros pour contenir 150 kilos de drogue et on avait perdu le contact avec la berline bleue. Monsieur Lam, qui est parti dans une autre direction après la transaction, a tout fait pour déjouer toute tentative de filature et la police a dû le laisser filer. Il fallait donc qu'on retrouve ce véhicule et la drogue. Mais ce n'est pas tout. La police doit également rassembler les preuves scientifiques nécessaires pour relier les suspects à l'endroit où la transaction a eu lieu. Il faut prouver leur lien avec le bateau qui a jeté l'ancre. Mais ce que les enquêteurs vont découvrir est bien loin de ce qu'ils avaient imaginé. Le jour s'est levé et le bateau qui était difficile à distinguer la veille se trouve toujours au large de l'Orne. Il peut enfin être identifié. Il s'agit du Pongsu. On a pu rapidement déterminer que le Pongsu avait été récemment enregistré au Tuvalu, un petit État polynésien. Mais avant ça, il venait de Corée du Nord. Le changement de nationalité du bateau a eu lieu moins d'un mois avant son arrivée. Ils ont payé 7 500 € pour ce changement de nationalité. Et on pense que c'était pour ne pas attirer l'attention des autorités au moment où le bateau se déplacerait dans la région. L'attitude du commandant du Pongsu intrigue les policiers. S'il a livré la drogue à ses complices, pourquoi n'a-t-il pas donné l'ordre de prendre le large? Pourquoi le bateau reste-t-il ancré à proximité de la plage au risque d'attirer l'attention des gardes-côtes? Incapables de répondre à ces questions, les agents fédéraux décident d'intercepter les suspects avant qu'ils ne s'échappent et de saisir le stock d'héroïne qu'ils transportent à l'arrière de leur voiture. Notre plan était d'essayer de les neutraliser sur place en trafiquant leur voiture pour qu'ils soient obligés de s'arrêter pour la réparer. Alors on a décidé de dégonfler le pneu avant. Et ils seraient alors obligés de s'arrêter pour changer la roue et on pourrait procéder à leur arrestation en douceur. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation. Il a remarqué que son pneu était plat, et il a regardé autour de lui, il nous a repérés, et il est parti à toute vitesse. Il fallait absolument qu'on arrête ce véhicule sans perdre de temps. On l'a bloqué, il ne pouvait plus avancer, et on a immédiatement cerné le véhicule avec l'aide du groupe d'intervention local. Et sous la menace de nos armes, le conducteur et le passager sont sortis de la voiture. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu M. Teng face contre terre avec les menottes. Et côté passager, il y avait son complice. Il était assez silencieux. Il n'avait pas l'air trop perturbé par la situation. Ce n'était certainement pas la première fois qu'il participait à un trafic de drogue de cette envergure. En effet, M. Chin Kwang Lee est fiché. Il s'est évadé d'une prison au Danemark, où il avait été arrêté pour trafic de drogue. Il était connu d'Interpol et avait été impliqué dans un autre trafic de drogue qui s'étendait sur l'Asie et sur l'Europe. On a ouvert le coffre et il y avait quelque chose comme 40 ou 50 kilos de ce qu'on présumait être de l'héroïne, d'après les éléments de l'enquête. On savait qu'on venait de mettre la main sur 25 ou 30 millions d'euros d'héroïne. La police fédérale était plus que satisfaite. Les paquets sont soigneusement enveloppés dans plusieurs couches de plastique. Ça doit être la couche inférieure. Il y en a encore une. Preuve que les paquets ont été transportés depuis le bateau. Chacun est marqué du logo WO Globe Brand, une héroïne de grande qualité, ce qui sera confirmé par les tests en laboratoire. La police a démantelé le plus grand réseau de trafic d'héroïne de l'État de Victoria en saisissant 38 millions d'euros de drogue lors d'un raid à l'Orne. La police a saisi 40 kilos d'héroïne enveloppée dans de grands sacs imperméables qui avaient été transportés par bateau. Même si on était plus que satisfait d'avoir arrêté 2 suspects et récupéré une partie de la drogue importée, on avait encore un suspect en fuite en la personne de Lam
et probablement 100 kilos d'héroïne dans la nature. On a transmis le signalement de la voiture recherchée avec toutes les informations dont on disposait à la police de Victoria et à tous les postes de police de la région. Il fallait qu'on répartisse les membres de la police fédérale en plusieurs groupes. Certains devaient ramener les deux suspects à Melbourne pour les interroger et d'autres devaient se rendre sur la scène du crime, là où la transaction avait eu lieu, pour y récupérer toutes les preuves possibles afin d'inculper Teng et Lee, ainsi que l'équipage du bateau qui se trouvait toujours au large de la côte. J'étais étonné de voir qu'il était toujours là. C'était bizarre, à moins qu'ils aient une raison valable de rester. Et on voyait des gens sur le pont qui regardaient vers la côte avec des jumelles. On commençait à se demander s'ils nous observaient. Une fois sur la plage, ils ont remarqué la présence d'un Zodiac. Quand on a vu le Zodiac, on a tout de suite compris. Il était dégonflé et il avait apparemment beaucoup souffert. On voyait bien qu'il n'était plus utilisable et on a compris pourquoi on n'avait pas vu de bateau retourner vers le Pongsu et pourquoi les hommes, à bord du Pongsu, regardaient vers la côte. À proximité, des algues attirent leur attention. Il y avait des pierres sur les algues, ce qui n'était pas normal. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Sous le tas, on a retrouvé 2 gilets de sauvetage qui avaient été dissimulés. Après cette découverte, on s'est dit que les suspects avaient probablement caché d'autres choses. Alors on a commencé à ratisser la plage. Et un peu plus loin, on a retrouvé un autre tas d'algues recouverts de pierres. Et c'était une cachette idéale pour le reste de la drogue. Il y a un corps. Je ne m'attendais pas du tout à retrouver un corps. Il avait une importante blessure à la tête. Je pense qu'il avait été placé à cet endroit volontairement et que quelqu'un l'avait recouvert avec les algues pour qu'on ne le retrouve pas. La situation devenait très sérieuse. Il y avait un corps sur la plage, ce qui voulait dire qu'il y avait peut-être eu meurtre. On avait saisi une importante quantité de drogue à l'Orne, avec 2 suspects et un 3e en fuite, qui était probablement en possession du reste de la drogue. L'affaire prend d'un seul coup une toute autre dimension. La plage n'est plus seulement le lieu où s'est déroulée la plus importante transaction de drogue qu'ait connue l'État de Victoria, elle s'est aussi transformée en scène de crime. L'affaire prend d'un seul coup une toute autre dimension. La plage n'est plus seulement le lieu où s'est déroulée la plus importante transaction de drogue qu'ait connue l'État de Victoria, elle s'est aussi transformée en scène de crime. Un cadavre, mais 2 gilets de sauvetage ont été retrouvés sous un tas d'algues. Tandis que les policiers cherchent le second corps, le Pongsu prend brusquement la fuite vers le large. On avait la certitude que le Pongsu était impliqué dans le trafic de drogue. On savait aussi que le corps appartenait probablement à un membre de son équipage. Il fallait absolument qu'on fasse venir ce bateau jusque dans un port australien pour faire une fouille du navire qu'on pouvait alors considérer comme une scène de crime. Pongsu, ici la vedette de police Fearless. Vous avez l'ordre de faire demi-tour, terminé. Dites à votre capitaine qu'en refusant d'obéir immédiatement, il enfreint la loi relative aux droits de douane australiens. Terminé. Pongsu, ici la vedette de police Fearless. Je vous demande de changer immédiatement de cap et de vous diriger vers le port d'Éden. Terminé. Ici le Pongsu. Nous voulons coopérer. Quel est le problème ? Vous avez l'ordre de vous diriger immédiatement vers le port d'Éden. Vous devez changer de cap. Terminé. Alors que la police fédérale tente de diriger le Pongsu vers le port, des plongeurs de la police de Victoria sont appelés sur l'enquête. Même si elle n'avait pas été localisée, on pensait qu'une autre personne avait probablement accosté parce qu'il y avait 2 gilets de sauvetage.
Il y avait de grandes chances que cette personne soit décédée parce qu'on n'avait retrouvé qu'un seul corps caché sous des algues. L'autopsie du corps prouve que l'homme en question n'a pas été tué, mais qu'il s'est cogné la tête au moment où le Zodiac a chaviré et s'est noyé. Mais, avec des vagues aussi dangereuses que la veille, les recherches pour retrouver un deuxième corps sont reportées. En attendant que la mer se calme et que la marée descende, on a commencé à fouiller le sable et les alentours de la plage. Ça nous a permis de trouver une basket qui avait été rejetée sur un rocher et qui avait de la peinture rouge sur la semelle. On a aussi retrouvé un sac plastique bleu qui était déchiré sur le côté. On pense qu'il y avait quelque chose à l'intérieur et que quelqu'un a voulu le récupérer. À ce stade, on ne savait pas encore si le sac avait été déchiré par un rocher ou si quelqu'un l'avait coupé. Au-dessus de la plage et près de l'endroit où les voitures des suspects s'étaient garées la veille, un autre policier cherche des preuves. Je l'ai rejoint, on a fait des recherches dans la végétation et à environ 7 mètres de nous, il y avait un homme allongé par terre. Il se tenait comme ça. Il avait une bouteille d'eau à moitié vide juste là. Il avait aussi un sac en papier marron. En fouillant dans son sac, on a retrouvé une paire de jumelles, une lampe torche, un téléphone, des cartes SIM et un GPS. L'homme en question s'appelle Ta Song Wong. Et même si la police le soupçonne d'appartenir à l'équipage du Pongsu et d'avoir participé au trafic de drogue, il lui faut des preuves scientifiques pour le confirmer. Wong avait une lanière de caoutchouc noir en guise de ceinture. Et c'était le même genre de caoutchouc que celui qui avait été utilisé pour fermer les sacs d'héroïne retrouvés dans le coffre du monospace. Ces lanières de caoutchouc noir, comme il y en a dans la chambre à air d'une voiture, avaient été découpées en plusieurs morceaux pour maintenir les sacs fermés. Quand quelque chose est coupé au couteau, il y a ce qu'on appelle des marques striées sur les côtés du caoutchouc. Et dans ce cas, on peut assembler les bandes comme un puzzle. Et lorsque la ceinture de Wong est assemblée avec les morceaux de caoutchouc ayant servi à fermer les sacs d'héroïne, la correspondance est parfaite. On avait la preuve qu'il s'agissait d'un seul et même morceau qui avait été découpé. L'enquête scientifique s'est ensuite concentrée sur les empreintes digitales. On a retrouvé celle de Wong et du corps retrouvé sur la plage à l'intérieur de l'emballage d'héroïne, à l'intérieur même des sachets. Les lanières de caoutchouc et les empreintes prouvent que Wong a participé à l'emballage de l'héroïne avant qu'elle ne quitte le Pongsu et qu'il s'est servi du Zodiac pour transporter les paquets sur la côte. Et on pense que Wong attendait au niveau du poste d'observation pour faire signe au bateau de venir le rechercher. Le Zodiac avait chaviré pendant la nuit et il n'avait aucun moyen de retourner sur le navire. Mais quand l'équipage du Pongsu a compris que la police menait son enquête sur la côte, il a décidé de lever l'ancre et de prendre le large. Au nom de la loi, vous avez l'ordre de retourner au port d'Éden en mettant le cap sur le 270 en vue d'un arraisonnement. Terminé. Il fallait qu'on arraisonne ce bateau parce qu'on pensait qu'il y avait encore de la drogue à bord et si ce n'était pas le cas, ces hommes étaient probablement responsables de l'importation d'une grande quantité de stupéfiants. Arrêtez votre navire. Je répète, arrêtez votre navire. Monter à bord d'un bateau quand la mer est calme, c'est une chose, mais quand ça bouge autant, c'est une toute autre histoire. On avait déjà perdu quelqu'un au cours de cette opération. C'était un suspect, mais je ne voulais pas sacrifier un membre de mon équipe. Alors peu après avoir envoyé des hommes sur un Zodiac, je leur ai donné l'ordre de revenir. Parce qu'ils étaient équipés de leurs gilets pare-balles, de leurs casques et de tout l'équipement nécessaire. Alors si l'un d'entre eux passait par-dessus bord, il aurait immédiatement coulé, même si c'est un bon nageur. Une fois les différentes possibilités étudiées, les agents fédéraux se concentrent sur M. Lam, un autre membre du réseau toujours en fuite.
Il ne fallait pas oublier le point de rendez-vous entre les deux hommes avant l'importation à Geelong sur la jetée de Killingham. On avait ce repère, le 57B, et on avait toujours une équipe sur place pour surveiller. Monsieur Lamb se montre enfin et s'arrête juste à côté du repère 57B et d'une autre voiture. Lamb a stationné devant le repère et a commencé à secouer le tapis de son coffre. Et nos agents l'ont vu parler avec l'homme de l'autre voiture. On a pensé que cette personne pouvait être impliquée dans l'importation, et c'était probablement un membre du réseau venu chercher sa part du butin. Même s'il ne s'est rien passé de particulier, la police ne veut prendre aucun risque. On a décidé d'intercepter la deuxième voiture pour tenter d'identifier l'homme dans le véhicule. Mais on a rapidement compris que c'était un citoyen comme les autres et qu'il n'avait rien à voir avec notre enquête. Peu de temps après le départ de l'autre voiture, Monsieur Lamb repart. On ne pouvait pas se permettre de laisser Lamb retourner à Melbourne pour le perdre encore une fois. On a donc décidé de l'intercepter immédiatement pour l'avoir sous notre contrôle et découvrir l'endroit où se trouvait la drogue. Mais après avoir fouillé la voiture, on a constaté qu'il n'y avait aucune trace de drogue à l'intérieur. Le coffre de la voiture de Lamb est vide. N'ayant pas été livré à Melbourne, la drogue a dû être cachée quelque part à proximité de la plage. Supposons que le trafiquant ne révélera pas sa cachette, les experts en sont réduits à exploiter tous les indices mis à leur disposition pour la retrouver. Avant que des complices des malfrats ne s'en emparent, bien sûr. Et, grâce à cela, inondent le marché. La police fédérale a déjà arrêté 4 hommes pour l'importation de 50 kilos de stupéfiants, mais elle pense que plus de 100 kilos d'héroïne sont encore dans la nature. Elle espère que le GPS retrouvé dans le sac de Wong lui permettra de les retrouver. Un GPS permet d'afficher les coordonnées de l'endroit où vous vous trouvez. Tout est une histoire de distance, d'heures et de signaux qui sont envoyés par 4 satellites vers l'appareil que vous utilisez. L'appareil contient une mémoire intégrée. Et quand on a téléchargé les informations enregistrées par le GPS de Wong, on a découvert qu'il y avait 3000 informations contenues dans la mémoire. Mais on a tout de suite vu que ce n'était pas Wong qui avait amené le GPS, parce qu'il y avait plusieurs lieux enregistrés dans la région de Lorne et de Geelong bien avant l'arrivée du Pongsu. Après l'arrivée du bateau et après la transaction, les coordonnées du GPS n'ont pas bougé. Elles indiquaient l'endroit où se trouvait Wong et aucun paquet n'y a été retrouvé. On pense que quelqu'un lui a donné ce GPS sur la plage quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas retourner sur le bateau. Les enquêteurs se focalisent tout particulièrement sur la mémoire du GPS avant l'arrivée du bateau. Non seulement les données correspondent aux endroits où les 3 suspects ont été vus, mais elles indiquent également un site situé à 40 km de la zone d'importation où le porteur du GPS s'est rendu à plusieurs reprises. C'était au milieu de nulle part, sur le bord d'une route, et ça méritait qu'on y retourne une seconde fois. Une demi-heure avant la transaction, Teng et Lee étaient sous surveillance policière. Lamb était par contre parvenu à échapper à la filature. Il y a donc de fortes chances pour qu'il ait eu le GPS en sa possession à ce moment-là. A-t-il eu le temps de revenir sur les lieux et d'y cacher la cargaison? À mesure qu'on approchait du site, je lisais sur le GPS 50, 40, 30, 20, 10 et j'ai dit on y est. J'ai regardé sur le sol, j'ai ramassé un sac plastique et à l'intérieur de ce sac, il y avait 2 photos de Lamb. À défaut de retrouver le reste de l'héroïne, les enquêteurs mettent la main sur de nombreuses preuves. Entre autres, un kit de démarrage de téléphone portable portant les empreintes de M. Lamb. Et surtout, il y avait une feuille au format A4. C'était une facture au nom du Pongsu. C'était très important parce que M. Lamb soutenait qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Et on venait de trouver une preuve matérielle reliant Lamb au Pongsu qui était en train de fuir vers Sydney. Pongsu, arrêtez votre navire maintenant. Vous avez été averti à plusieurs reprises.
Avez-vous l'intention de faire demi-tour vers le port d'Éden? Terminé. Non, je crois qu'il prend la fuite. Pong-Su, si vous n'arrêtez pas votre navire immédiatement, le gouvernement australien mettra tous les moyens en œuvre pour stopper votre bateau de force. On avait pour ordre de suivre le bateau et de le couvrir pendant que d'autres retourneraient chercher des personnes plus qualifiées et mieux équipées pour procéder à son arraisonnement. Pong-Su, ici le bateau de guerre australien. Descendez votre échelle à tribord maintenant. Pour l'instant, mon équipage est en train de dormir. Je vous demande d'attendre un instant. Terminé. Non. Réveillez-le immédiatement. Nous allons arraisonner votre bateau. Terminé. Le HMS Stuart a été envoyé de Sydney pour intercepter le Pong-Su. Une fois en contact avec le Pong-Su, il a envoyé un hélicoptère pour permettre à des soldats de monter à bord et de sécuriser les lieux pour les agents de la police fédérale. C'était une nouvelle scène de crime à étudier. Il fallait qu'on trouve les preuves permettant de lier le Pong-Su à tous les autres éléments de l'enquête. Il est 11h52 et nous sommes le dimanche 20 avril 2003. Une recherche approfondie nous a permis de découvrir qu'il s'agissait probablement d'un bateau servant au transport de stupéfiants à travers le monde. Les réservoirs d'eau avaient été transformés en réservoirs d'essence, ce qui permettait au bateau de naviguer sur de longues distances sans avoir à s'arrêter pour se ravitailler. On a aussi retrouvé une grande quantité de nourriture permettant à l'équipage de survivre une longue période sans avoir à retourner au port. Et il était clair que sans accoster, il n'attirerait pas l'attention des autorités australiennes qui auraient probablement voulu fouiller le bateau. Des recherches approfondies ont commencé ce matin. Chaque cabine, chaque placard et chaque recoin ont été examinés. Divers équipements permettant l'utilisation de rayons X et de produits chimiques ont été apportés à bord. Chaque filtre et chaque aération ont été passés au peigne fin. On nous a confié la basket qui avait été retrouvée sur la plage près du corps. Il y avait de nombreuses traces de peinture dessus. Alors on nous a demandé de faire une comparaison pour tenter de découvrir si cette peinture pouvait provenir du Pong-Su. Des échantillons de peinture et des résidus provenant du bateau sont analysés puis comparés avec ceux prélevés sur la basket. On a pu déterminer que les deux échantillons avaient de nombreuses caractéristiques en commun. Ce n'était pas une correspondance à 100%, mais il y avait quand même de grandes chances pour que la peinture de la chaussure soit la même que celle retrouvée sur le pont du Pong-Su. Quand on a retrouvé le corps, il n'avait plus de chaussures. Les experts scientifiques et les agents fédéraux ont accompli un remarquable travail de synthèse. En recoupant les indices, ils sont parvenus à établir que des liens solides relient entre eux le cadavre retrouvé sur la plage, Ta Song Wong, le deuxième homme du Zodiac, l'équipage du Pong-Su et les 3 organisateurs du trafic arrêtés en flagrant délit. Il ne leur manque plus qu'une dernière chose à accomplir pour parachever leur coup de filet. Mais une partie de la cargaison de drogue manquait toujours et à ce stade, on soupçonnait M. Lam. Il fallait qu'on la retrouve. Il fallait absolument qu'on mette la main dessus avant que quelqu'un d'autre ne prenne le relais. La nuit où la drogue est arrivée et que la transaction a eu lieu, Teng et Lee sont retournés à leur hôtel de Lorne. Lam avait pris la direction opposée. Une équipe de surveillance a tenté de le suivre, mais il a réussi à déjouer la filature. Par conséquent, les agents sont obligés d'abandonner Lam, mais ils savent quelle direction il a pris. Ça nous a pris plusieurs jours, mais finalement on a réussi. On a retrouvé la drogue dans une petite tranchée recouverte de feuilles et de branchages. On savait que c'était la drogue qui provenait du Pong-Su. C'était le même emballage, la même bâche bleue. Il y avait même le filet de pêche et la lanière de caoutchouc qui maintenaient le tout. C'était vraiment gratifiant de voir que cette drogue avait finalement été saisie. Elle était en notre possession et ne serait pas revendue. Le raid à bord du Pong-Su a permis la saisie de 50 kilos d'héroïne sur la côte sud-ouest de l'État de Victoria. 75 kilos de plus ont été découverts dans des buissons pour une valeur à la revente de 100 millions d'euros. Le capitaine du bateau, son second, ainsi que le mécanicien en chef, passent en jugement aujourd'hui après avoir été accusés d'importation de drogue. Un membre de l'équipage responsable d'avoir transporté l'héroïne jusqu'à la côte
et 3 autres personnes accusées de l'avoir réceptionné seront également jugées. M. Teng, M. Lee et M. Lam plaident tous coupables de complicité dans l'importation d'une quantité importante d'héroïne. Ta Song Wong plaide également coupable. Mais le jury déclare le capitaine et ses 2 assistants non coupables. Peu importe si certaines personnes ne sont pas condamnées. Au final, on doit être satisfait d'avoir accompli notre mission. Et cette mission, c'était de saisir la drogue avant qu'elle ne soit revendue chez nous. Quand on regarde les chiffres de 1999, on peut voir que 1200 personnes sont mortes d'une overdose à l'héroïne. Et aujourd'hui, ce chiffre est descendu à 300 par an. On peut dire qu'on a fait la différence. Le navire de 4000 tonnes a été remorqué à environ 140 km des côtes de Nouvelle-Galles du Sud avant d'être bombardé par un chasseur F-111. Le réseau était démantelé et le bateau gisait au fond de l'océan. On pouvait être content du résultat. Je crois que le monde entier a compris que l'Australie ne plaisantait pas avec ces choses-là. Au terme du procès, Song, le capitaine du Pongsu, et 4 de ses officiers ont été acquittés et relâchés, après avoir néanmoins purgé une peine préventive de 3 ans de prison. Les membres du réseau, Teng, Lam et leurs complices, ont été, eux, lourdement condamnés à plus de 20 ans de détention. Les frais de justice ont coûté, tenez-vous bien, plus de 3 millions de dollars aux contribuables australiens, auxquels s'est ajouté un coût journalier de 2500 $ pour l'immobilisation du bateau avant sa destruction. Compte tenu de l'ampleur de l'opération, une question a intrigué les agents fédéraux. Pourquoi les trafiquants n'ont-ils pas attendu la fin du mauvais temps pour débarquer la drogue? Il semble que les 2 hommes qui ont utilisé le Zodiac ne faisaient pas partie de l'équipage. Hommes d'affaires malaisiens, ils devaient acheter des voitures de luxe en Australie et auraient quitté le Pongsu avec l'héroïne à l'insu du capitaine. Cette explication est vérifiable et peu crédible, a néanmoins jeté un doute raisonnable sur la culpabilité du capitaine et a contribué à son acquittement. Sachez encore que cette affaire a créé un incident diplomatique entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le secrétaire d'État américain a en effet accusé le régime de Pyongyang d'organiser un trafic de drogue à l'échelle planétaire. Connu sous le nom de Code de Bureau 39, ce service de l'État récolterait des sommes dont le montant atteindrait 500 millions de dollars par an. Officiellement enregistré à Tuvalu, mais appartenant au gouvernement nord-coréen, le Pongsu ne serait que l'un des navires impliqués dans ce vaste réseau. Ainsi s'achève cette émission riche en rebondissements. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie et je vous donne rendez-vous bien sûr pour une nouvelle enquête impossible prochainement.